Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus spécial Maroc, puisque nous sommes ici à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, pour assister à la deuxième édition de la Global Growth Conference, la conférence qui se tient ici avec pour thème l'émergence africaine. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Mbarka Bouaïda, qui est ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Alors vous étiez là donc pour la séance d'ouverture inaugurale de cette deuxième édition du Global Growth Forum. Alors le thème d'ouverture c'était croire en l'Afrique. Comment croire en l'Afrique? On a entendu plusieurs orateurs, Monsieur Carlos de la Commission économique pour l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et puis d'autres, et dont vous-même. Alors moi je voudrais vous demander en deux phrases quels sont vos motifs qui vous poussent à croire en l'Afrique? D'abord le potentiel humain, avant tout, et ensuite le potentiel économique. Je pense que ce sont là deux axes extrêmement importants qui nous font tous croire en l'Afrique. Et pourquoi ne pas y croire, comme l'avait dit tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères sénégalais. Et donc je pense que l'Afrique est non seulement la terre de l'avenir, mais c'est le continent où tout le développement humain, notamment, se passera dans les années à venir, dans les décennies à venir. Madame la ministre, cette conférence se passe au Maroc. Est-ce qu'on peut dire qu'elle se passe en Afrique? Bien entendu. Je pose la question parce que avec les officiels marocains et parfois même avec les médias marocains, parfois on distingue le Maroc de l'Afrique, on dit le Maghreb et l'Afrique, on parle de la tournée du roi en Afrique, et parfois on inclut le Maroc dans l'Afrique. Quelle est votre position, vous, à la fois personnelle et peut-être officielle? Ce n'est pas une confusion marocaine, mais c'est une confusion qui est faite à l'international, puisque les organes et tous les organismes internationaux, en découpant le monde, on parle plus de la région Middle East North Africa. Exactement. Et donc on considère que l'Afrique du Nord et donc le Maghreb fait partie d'un bloc régional qui a une identité plutôt culturelle et linguistique, donc culturelle, religieuse et linguistique, qui serait l'identité arabo-musulmane. Or, dans d'autres pays de notre continent dans lequel nous existons et nous continuons à exister, nous avons une religion commune. L'islam est une religion largement répandue en Afrique. Et nous avons aussi une langue commune. L'arabe n'est pas seulement la langue de l'Afrique du Nord, mais aussi d'autres tribus et d'autres pays en Afrique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Afrique est quand même scindée en 3-4 grands blocs. On parle quand même, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, en effet, l'Afrique est constituée de blocs régionaux et nous faisons partie d'un bloc régional qui est l'Afrique du Nord, mais qui est partie intégrale, commune, entière du continent africain. Et est-ce que au sein, ça c'est le discours officiel, et on le voit, on va en parler d'ailleurs, il y a eu la récente tournée de 3 semaines de Sa Majesté le Roi dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc on voit que le Maroc a vraiment une stratégie, je pourrais dire presque une offensive amicale bien sûr, à la fois économique, commerciale, culturelle envers le Sud, au Sud du Sahara. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que le Marocain, monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'il se sent africain? Déjà que le Maroc ne fait plus partie de l'Union africaine. Alors justement, vous touchez là à un aspect très important qui est l'aspect politique. Historiquement, naturellement, géographiquement, le Maroc fait partie de l'Afrique. Ce qui s'est passé, en effet, c'est que peut-être depuis la colonisation ou la période post-colonisation, et c'est là où on a scindé le monde en plusieurs régions. On a commencé à parler, comme j'ai dit au tout début, de la région Middle East North Africa. Et ensuite, nous avons eu malheureusement un épisode qui est celui du Sahara, donc du conflit du Sahara, et pour lequel il y a eu une attitude depuis 1984 qui était celle d'intégrer ou d'accepter l'intégration d'un mouvement séparatiste contre le Maroc et d'accepter l'intégration de ce mouvement dans l'Union africaine, dans laquelle le Maroc était fondateur. Et pour laquelle le Maroc avait toujours milité pour l'existence de cette identité africaine à travers une Union africaine. Donc peut-être que le fait qu'on ne soit plus membre de l'Union africaine a fait que pendant quelque temps, on s'est un peu éloigné et nos priorités
était plutôt vers le nord. Donc on avait des visées vers le nord, on a développé, et c'est là où on a développé des relations privilégiées, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec les États-Unis, avec d'autres pays d'Asie et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on revient vers notre continent, donc vers notre, c'est un peu bassin naturel, notre bassin naturel. Voilà, je serais même tentée de dire peut-être notre mère patrie, en quelque sorte. Donc on revient vers nos origines, vers nos racines, vers notre bassin naturel, avec peut-être une expérience plus enrichie, qui est celle d'une ouverture d'un pays qui a su s'ouvrir, qui a su aussi se développer, qui a su maintenir sa stabilité, son identité. Qui est finalement une identité pluridisciplinaire. Nous avons quand même une identité assez plurielle. Nous sommes à la fois, bien entendu, tout d'abord africains, nous sommes musulmans, nous sommes arabes. Tout ça, c'est des identités qui se retrouvent, mais qui ont chacune ses particularités. Nous sommes méditerranéens. Voilà, à la croisée des chemins, en quelque sorte, carrefour. Exactement. Carrefour, exactement. Le Maroc, carrefour, à la fois l'Afrique au sud du Sahara, le Maghreb, et puis aussi au-delà de la Méditerranée. Géographiquement, nous sommes aussi à la porte de l'Afrique, comme à la porte de l'Europe, de l'autre côté. Alors vous l'avez dit, hein, qu'il y avait eu cette période, si on peut dire, un peu d'éloignement du Maroc, des institutions politiques, en tout cas d'intégration africaine, parce que elle était là au départ quand il y a eu l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, et puis après avec l'Union africaine, il y a eu ce malentendu, ou en tout cas, si on peut dire, cette polémique, hein, et ce qui a fait que le Maroc s'est retiré de ses institutions officielles. Mais alors moi, ce que je voulais savoir, ce retour, est-ce que c'est un retour volontaire ou c'est un retour par dépit? Parce que, premièrement, vos relations avec l'Union européenne, elles ont avancé, c'est des liens privilégiés, mais il n'y a pas eu d'adhésion. Alors qu'à un certain moment, le Maroc a peut-être même pensé à devenir membre, peut-être pas à part entière, mais un membre privilégié, avec un statut spécial vis-à-vis de l'Union européenne. Et puis l'Union du Maghreb arabe, ça aussi, ça a été un rêve brisé. Écoutez, d'abord, notre retour vers l'Afrique, ou l'intérêt que nous portons de plus en plus fort vers l'Afrique, est un intérêt volontaire. Il s'agit d'un retour volontaire, et pas du tout par dépit. Le Maroc continue à développer des relations extrêmement privilégiées avec l'Europe. Nous n'avons jamais réellement envisagé une adhésion à l'Union européenne. Mais par contre, nous sommes fiers d'être le premier pays, voire l'unique pays dans la région, qui a un statut avancé avec l'Union européenne, et ce, depuis 2008. Donc ça ne date pas depuis longtemps. Nous avons des relations extrêmement avancées avec l'Europe, et nous continuons à travailler très très étroitement avec ce marché, parce que naturellement, de par aussi notre position géographique et de par la distance qui nous sépare de l'Europe, qui n'est pas très grande du tout. Un jet de pierre, diront certains. Exactement, il s'agit de 14 km. Le marché européen est un marché naturel pour le Maroc, comme le Maroc est un partenaire naturel pour l'Europe. Donc, en effet, on a des relations extraordinaires. L'Union du Maghreb arabe n'a pas pu voir le jour, n'a pas pu aboutir à aujourd'hui, mais on continue à y croire, malgré, après 25 ans d'existence du concept. Oui. C'est seulement un concept, mais on continue à y croire. Et on pense qu'un jour ou l'autre, on va devoir aller vers un marché régional. Et donc l'Afrique aujourd'hui est une volonté, est un intérêt que le Maroc porte pour tous les pays de notre continent. C'est aussi un intérêt commun, de part et d'autre. Et c'est aussi une façon pour nous de retourner en Afrique sur un plan politique, mais d'une manière beaucoup plus efficace. Nous travaillons corps à corps, nous faisons beaucoup de corps à corps avec nos frères africains. Nous travaillons dans des cadres bilatéraux et non pas multilatéraux, parce qu'on croit aussi en ça. On pense que malgré l'existence aujourd'hui d'un bloc qui s'appelle l'Union africaine, on pense qu'il n'y a pas encore des choses très concrètes qui sont faites. Il y a peut-être plus de barrières que de facilités, mais on pense que pour justement créer un climat non seulement de confiance, mais de travail réfléchi, responsable, qui nous permettrait demain d'aller vers des organisations régionales beaucoup plus mûres, il est important de développer des relations tout à fait bilatérales. Exactement. Donc, c'est-à-dire, plutôt que des beaux discours d'intégration politique et tout ça, vous voulez avoir l'aspect plus pragmatique d'une union, d'une intégration par projet.
Exactement. C'est-à-dire en travaillant concrètement sur des projets énergétiques, commerciaux, infrastructures. Exactement. Alors, question justement, que veut faire le Maroc en Afrique? Donc on a vu, ces 10 dernières années, peut-être un petit peu plus, on a vu donc une vague de développement, d'expansion, si on peut dire, de retour, vous l'avez dit, du Maroc vers justement sa mère patrie, l'Afrique au sud du Sahara, à la fois l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Alors moi, ce que je voulais savoir, cette stratégie, est-ce une stratégie à long terme ou une stratégie, si je peux dire, d'essayer d'avoir des avantages commerciaux à court terme pour, par exemple, augmenter le commerce extérieur du Maroc, avoir un marché de débouchés des produits manufacturés du Maroc? Non, en fait, il s'agit d'une stratégie à très long terme. Nous sommes intimement convaincus que d'abord de notre identité africaine, des valeurs culturelles et cultuelles, et aussi économiques que nous partageons avec tous nos frères africains. Et donc nous pensons que naturellement le Maroc doit être bien intégré dans son climat, dans son environnement africain. Et c'est pour cela que nous avons commencé, que je parle de retour. Et quand il y a retour et il y a stratégie, on se base aussi sur un vécu d'il y a 15 ans, 20 ans. Depuis réellement le début des années 90, quand le Maroc a entamé toutes les réformes. Un vécu qui est basé d'abord sur des réformes institutionnelles très fortes, assez solides, sur des réformes économiques aussi très ambitieuses, mais bien structurées et bien solides, sur des réformes sociales. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes suffisamment armés pour partager cette expérience maroco-marocaine avec les autres pays frères africains. Parce que les besoins, parce que les soucis, parce que les intérêts sont les mêmes. Quand on regarde ce qui se passe un peu partout dans notre entourage, nous avons exactement les mêmes soucis, les mêmes problèmes, et le même potentiel peut-être. Le même potentiel humain, nous sommes tous des peuples jeunes, nous avons un potentiel économique, nous avons les mêmes soucis de chômage, d'emploi, nous avons le même souci d'améliorer la qualité de vie de nos populations, de créer des classes sociales moyennes, de renforcer nos institutions politiques, de démocratiser nos pays. Et donc tout ça, aujourd'hui, le Maroc a fait plusieurs étapes. Nous sommes arrivés à une étape où on pense qu'il est nécessaire d'aller vers une coopération sud-sud et qu'il ne faut pas s'inscrire dans un esprit d'assistanat, qu'on n'a plus besoin de donneurs de leçons externes, mais qu'entre nous, on peut s'entraider. Et c'est dans ce sens qu'on va vers d'autres pays africains. Bien entendu, on pense que la diplomatie économique est importante parce qu'elle permet d'identifier des intérêts communs. Et elle nous permet, à nous, Marocains et à d'autres pays africains, de s'inscrire dans une logique gagnant-gagnant. Et il faut que les deux parties puissent voir des intérêts communs pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'accords signés entre le Maroc et d'autres pays africains, c'est vrai que nous avons une présence beaucoup plus forte en Afrique de l'Ouest, mais nous espérons pouvoir élargir aussi cette présence et ces partenariats à d'autres pays africains et d'autres régions africaines. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on regarde tous ces accords et toutes ces conventions, la plupart vont vers des projets structurants, d'infrastructures, d'agroalimentaire, de barrages, etc., etc. Alors on va parler de ce modèle en détail, peut-être quelques mots, mais justement moi je voulais rebondir là-dessus, et vous l'avez dit, la diplomatie économique c'est important, ce n'était pas que de la diplomatie économique, parce que ça allait beaucoup plus au-delà de ça, vous l'avez dit, Sa Majesté le Roi du Maroc, commandeur des croyants, a fait cette tournée dans 5 pays d'Afrique, Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, et puis un peu avant c'était au Sénégal, 3 semaines, deuxième tournée en moins d'1 an, avec une centaine de chefs d'entreprise et de patrons d'industrie marocains. Quel bilan on peut tirer? Parce que vous occupez au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du suivi de ce bilan. Alors, quel est le bilan? Est-ce qu'il y a vraiment eu des contrats signés où ça a été beaucoup de bruit pour rien, comme a titré une certaine presse très critique, mais qui n'a pas nécessairement raison? Écoutez, je pense que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 10 ans maintenant, le Maroc a signé plus de 800 accords et conventions avec d'autres pays africains. Sur les 800, nous en avons signé exactement 92 durant la dernière visite, la dernière tournée royale, comme vous l'avez si bien dit, dans 4 pays, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Suite à cela, alors d'abord ce sont des accords, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des accords et conventions signés entre gouvernements ou alors entre gouvernements et acteurs privés qui portent encore une fois pas seulement sur des projets purement économiques mais c'est sur des projets d'éducation, de formation, de religion et de santé bien entendu et autres. Le suivi, et c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur la mise en place, Sa Majesté a insisté personnellement sur la mise en place et dès son retour d'un comité de suivi pour concrétiser toutes ces actions et ne pas les laisser, comme certains de nos détracteurs pourraient dire, dans les papiers, dans les archives, dans les placards, dans les tiroirs et puis ne plus rien en faire. Bien au contraire, depuis le retour de Sa Majesté le 8 mars, nos opérateurs économiques, nos départements ministériels ont visité plusieurs pays d'Afrique, non seulement les 4 qui étaient concernés par la tournée, mais d'autres pays d'Afrique, certains parfois plus de 3 fois depuis le 8 mars à aujourd'hui. Donc en un mois, en 6 semaines, nous avons énormément d'échanges. Ces accords et ces conventions ont tous démarré. La mise en place a démarré à hauteur de 81%, c'est-à-dire que 75 accords sur 92 ont tous été entamés, avec des échanges, pas seulement d'informations, mais des équipes, parfois pour identifier les terrains, quand il s'agit de l'agriculture, ou quand il s'agit de l'infrastructure, parfois pour lancer les études préalables à certains marchés, parfois carrément pour signer des conventions de financement. Donc, tout ça pour vous dire qu'après du 8 mars à aujourd'hui, après 6 semaines de presque, on va dire, presque cette semaine de la fin de la visite, nous avons déjà beaucoup de visibilité sur la mise en place de ces accords-là. Et le comité de suivi, justement, vise, 1, à accélérer la mise en place de ces accords, 2, à identifier les points bloquants et voir comment l'État marocain, en tant que tel, pourrait jouer un rôle pour débloquer ces situations quand il y a des blocages, parfois, dû à des raisons administratives ou autres. Parlons justement des points bloquants, parce que ce que vous venez de dire, c'est intéressant, parce que moi, les chiffres que j'ai, c'est que les échanges commerciaux, donc échanges entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara, depuis 1999, ils ont été multipliés par 4. C'est une bonne chose. Mais n'empêche, en 2012, ils étaient à peine de 16 milliards de dirhams, c'est-à-dire 1,4 milliard d'euros, soit à peine 2% du volume global du commerce extérieur marocain. Par exemple, par rapport à ce que l'Afrique fait avec l'Europe, c'est 16 fois moins que ce que la France elle-même fait avec ces pays d'Afrique, et sans parler de ce que fait le Maroc avec la France, ça c'est peut-être 1000 fois plus élevé. Alors ce que je veux savoir, pourquoi ça coince et où ça coince? Ce que je disais au début, on a des échanges très intéressants, des échanges commerciaux très intéressants. Initialement, les échanges commerciaux entre le Maroc et d'autres pays africains étaient tous basés sur des initiatives purement privées. Vous allez voir que les banques marocaines, nous avons un secteur bancaire totalement, d'abord florissant et puis totalement libéralisé depuis des années. Nous avons, je pense qu'aujourd'hui, il est reconnu comme un modèle dans les finances régionales. Et ces banques sont aujourd'hui extrêmement présentes dans d'autres pays d'Afrique. Ces banques sont parties presque toutes seules. Et pas seulement elles, d'autres opérateurs. Et donc, depuis des années, toutes les initiatives marocaines présentes dans d'autres pays de la région étaient des initiatives presque spontanées. Aujourd'hui, on essaie de structurer, de mettre un cadre légal et surtout d'encourager pour l'augmentation de ces chiffres et pour la croissance de ces chiffres. Nous sommes conscients que ce n'est pas encore suffisant, qu'on fait beaucoup plus avec l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, alors justement vous avez parlé de blocage, quand on travaille avec l'Europe, il y a quand même une homogénéité d'ensemble en matière de législation, en matière de réglementation, ce qui n'est pas encore le cas dans notre continent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille et on fait du cas par cas avec des pays africains pour faciliter à la fois à nos investisseurs et aux autres investisseurs africains, à nos investisseurs d'aller vers ces pays-là et aux investisseurs venant de ces pays-là de venir au Maroc. On essaie de faciliter à travers des accords de non-double imposition,
On essaie aussi de faciliter à travers des accords de suppression de visas. D'harmoniser le droit des affaires en fait entre les deux partenaires. En fait. Le droit des affaires entre deux partenaires et ensuite on fait la même action avec plusieurs pays. Et cela prend évidemment du temps parce qu'il s'agit d'accords régissant au fait les relations entre deux pays et forcément il y a beaucoup de va-et-vient. Mais nous pensons pouvoir atteindre, d'abord pouvoir multiplier ces chiffres-là par 5, voire par 6 dans les années à venir, et pouvoir atteindre une taille minime d'échanges commerciaux, enfin une taille respectable au fait, d'échanges commerciaux entre le Maroc et ces pays-là. Alors la question, c'est justement, les échanges commerciaux, ça prend du temps. Comme on dit, il faut se connaître, il faut échanger, et ça, il faut que ça prend du temps, donc il faut que ça travaille. Alors plus que ça, et je reviens sur le début peut-être de notre entretien, vous disiez, le Maroc a vécu une certaine expérience, parfois éloignée de l'Afrique. Là, elle revient. En fait, il y a un modèle marocain, un modèle de développement peut-être à faire valoir en Afrique. Et vous l'avez cité, les expériences des entreprises marocaines, on peut les citer, l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, Adowa dans le bâtiment, Attijari Wafa Bank, BMCE, Maroc Télécom, Saham, Somagec, tous ces champions de l'industrie marocaine se sont développés en Afrique, ont été conquérir des marchés en Afrique, et aujourd'hui vous allez les encadrer pour que tout ça fasse, comment on pourrait dire, masse critique et fasse un effet. Quel est selon vous le secret du modèle marocain qui a créé ces champions? Alors en fait le secret du modèle marocain qui a créé ces champions est d'abord le fait d'adopter depuis plus de 30 ans maintenant une économie de marché tout à fait libre et ouverte. C'est extrêmement important. Le secret aussi, c'est d'avoir intégré des organismes internationaux et d'avoir pris des engagements, peut-être parfois très difficiles pour nous, mais nous avons quand même pris des engagements à l'international pour harmoniser notre législation et pour s'adapter aux normes internationales. Nous sommes membres de l'OMC depuis 1994. Nous sommes membres d'un certain nombre d'institutions internationales. Nous avons harmonisé nos lois bancaires par rapport aux standards internationaux. Au BAL 1, BAL 2 et bientôt BAL 3. BAL 2, exactement. Nous sommes vraiment, nous continuons à harmoniser, nous continuons à faire tous les efforts nécessaires pour harmoniser notre législation et nos lois, même avec l'Union européenne aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup sur un plan de convergence nationale, c'est-à-dire un plan de convergence des lois marocaines avec les lois européennes. Nous avons signé, et depuis des décennies maintenant, des accords de libre-échange. Nous sommes peut-être l'un des premiers pays à avoir osé signer des accords de libre-échange avec toutes les contraintes que cela pouvait peut-être à l'époque signifier, mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que nous nous retrouvons avec un bilan positif quand il s'agit d'accords de libre-échange. Nous avons un accord de libre-échange avec les États-Unis, seul pays africain ayant un accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous avons bien entendu un accord de libre-échange avec l'Union européenne et aujourd'hui nous travaillons sur l'amélioration de cet accord et ce qu'on appelle un accord de libre-échange complet et approfondi, c'est-à-dire qui va dans le sens de la convergence législative à laquelle nous aspirons. Nous avons des accords de libre-échange avec les pays arabes, nous avons des accords de libre-échange même avec d'autres pays asiatiques, donc tout cela fait de nous aujourd'hui une plateforme régionale économique importante. Nous ne sommes plus le pays qui représente 32 millions d'habitants et donc de consommateurs, mais nous sommes une plateforme qui représenterait voire jusqu'à 800 millions de consommateurs demain, une plateforme par laquelle beaucoup de produits et beaucoup de partenaires pourraient se baser ici. Un hub, voilà, exactement, et on l'a vu même, on peut le citer. En France, on délocalise certaines industries au Maroc, justement, absolument, parce qu'il y a le savoir-faire. Donc il y a aussi l'investissement dans la formation, et puis la quasi-stabilité politique sur le très long terme, et ça aide. Alors si je peux dire, on a travaillé vraiment par bloc. Il y a un bloc d'abord législatif. On a construit une charte d'investissement extrêmement ouverte, mais bien harmonisée et surtout adaptée au marché international. Ça, pour nous, c'est très important, avec bien entendu des mesures d'encouragement aux investisseurs étrangers au Maroc. C'est ce qui nous a permis aussi d'être une plateforme attractive pour les investissements directs étrangers au Maroc. Nous avons en même temps travaillé sur des stratégies sectorielles, c'est-à-dire que nous avons identifié non seulement les secteurs traditionnels dans lesquels nous avons toujours existé, comme l'agriculture,
et quelques services, mais aussi on a essayé d'aller plus loin et de commencer peut-être à intégrer un autre secteur qui est le secteur industriel. Et aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'aéronautique, dans la production d'automobiles, etc. Donc ce sont de nouveaux métiers pour le Maroc, mais c'est quelque chose dans lequel on a beaucoup investi. Parmi les autres stratégies sectorielles, c'était aussi toute l'infrastructure, parce qu'on ne peut pas envisager le développement d'un pays sans infrastructure. Et ensuite, on a travaillé sur d'autres secteurs clés pour nous, comme l'énergie, puisque l'énergie, le Maroc est déficient en matière énergétique, et donc il est déficitaire en matière énergétique, et donc il est toujours question pour nous de réduire la facture énergétique au Maroc, et nous avons aspiré à un plan extrêmement ambitieux qui est celui de développer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on devient quand même une plateforme d'énergie renouvelable non négligeable qui a comme ambition de produire plus de 42% de notre propre consommation d'ici 2020. À côté de cela, nous avons travaillé sur le volet politique. Vous savez que le Maroc est un pays qui a quand même une vie politique, une histoire politique très riche depuis l'indépendance, donc depuis 1956, avec le principe de multipartisme qui a été adopté depuis les années 60, avec un système bicaméral qui a été adopté aussi depuis le début des années 90, avec un processus de décentralisation qu'on a commencé depuis les années absolument qu'on a commencé depuis les années 70. Donc tout ça nous a donné aujourd'hui un résultat plutôt positif, un pays stable, un pays sécurisé, un pays homogène dans l'ensemble, un État-nation, un vrai État-nation avec un certain nombre de normes, de piliers sur lesquels on peut compter, et c'est là où on pense qu'on pourrait peut-être partager ce modèle, encore une fois maroco-marocain, avec d'autres pays. Bien sûr, et le long terme, l'investissement dans le long terme. On ne peut pas ne pas avoir cette conversation, il nous reste 2 minutes, mais je voudrais quand même vous poser cette question parce que c'est une question importante. Vous l'avez dit, dès le départ de cet entretien, le Maroc est à la croisée des chemins et un peu carrefour entre le sud du continent africain et le nord, l'Europe, le Moyen-Orient et tout ça. Et moi, je veux parler d'immigration, parler de la vie des hommes, parce qu'il y a de nombreux Africains venant de l'Afrique subsaharienne qui viennent mourir sur les côtes de l'Europe, périr en Méditerranée, en passant par le Maroc, par la Libye, par la Tunisie, donc par tous les pays du Maghreb. Et le Maroc a pris une décision, il n'y a pas si longtemps, de régulariser un certain nombre d'illégaux qui vivaient sur son territoire. Je voudrais quand même vous demander 2 mots là-dessus. Est-ce que ça fait partie aussi de cette stratégie globale d'ouverture vers l'Afrique en disant ces personnes qui vivent chez nous, bien qu'elles soient pas marocaines de situation, mais elles sont chez nous, elles font partie de notre vie quotidienne, donc on peut les régulariser. Bien sûr, et bien entendu, naturellement pour nous, toute personne venant d'autres pays africains qui souhaiteraient traverser tout le continent pour aller ailleurs, nous concerne. Parce que, quelle que soit son identité, elle est africaine et donc pour nous, elle est marocaine. Et il a fallu qu'on réfléchisse à cette question-là de façon tout à fait très responsable. Il a fallu aussi qu'on réfléchisse différemment. On ne peut pas ignorer le phénomène de migration dans le monde. Et on ne peut pas ignorer non plus les avantages de la migration dans le monde. Et le Maroc en sait quelque chose, toute la diaspora marocaine qui est dans le monde. Exactement, nous avons une population considérable qui vit à l'étranger. Nous avons aussi un avantage qui est celui du transfert des Marocains résidant à l'étranger, il faut le reconnaître, est une rubrique, enfin le transfert des Marocains résidant à l'étranger est quelque chose qui aide beaucoup au développement économique du pays, et donc l'apport de la migration est plutôt extrêmement positif. Et il a fallu qu'on réfléchisse à l'aspect humain de ce volet migratoire, au drame dont vous avez parlé malheureusement, qui existe dans toute la côte méditerranéenne quand il s'agit malheureusement de traverser vers l'Europe et de vouloir aller vers un rêve qui finalement n'existe pas. Aujourd'hui, l'Europe souffre de chômage, de crise économique et financière. Et c'est là où on a lancé cette réflexion qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle politique migratoire. Et cette nouvelle politique migratoire, bien entendu, consiste en l'identification des migrants résidents ou qui résident au Maroc, 2, en la régularisation rapidement de leur situation pour leur permettre d'accéder
à un niveau de vie décent au Maroc et d'accéder aussi à toutes les conditions normales de vie, notamment le travail, l'habitat, etc. Merci beaucoup, Madame Barka Bouaïda, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc. Merci pour cet entretien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.